Alors évidemment, on préférait se voir tous ensemble en direct. Je vais partager mon écran, j'espère que je vais y arriver. C'est bon, voilà. Donc merci encore de me proposer de présenter ce sujet qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. Donc sur les amyloses cardiaques, on m'a demandé de vous parler du diagnostic et du traitement. Et puis vous allez voir qu'il y a de nombreuses avancées encore dans ce domaine. On n'arrête pas d'innover. Donc je vous rappelle que les amyloses sont des maladies où les protéines du corps humain, principalement des protéines circulantes, vont changer de conformation et vont devenir fibrillaires et infiltrer le myocarde, entre autres. Ce sont des maladies, les amyloses, qui sont non immunogéniques, c'est-à-dire qu'on ne se défend pas, on se laisse infiltrer. C'est clairement associé à l'âge, et avec l'âge, la maladie va s'emballer. Et surtout, c'est un processus qui est dynamique. Autrement dit, vos fibrilles vont se créer, mais elles vont pousser, vous voyez, elles vont s'allonger, et puis elles vont se rompre, et une fois qu'elles se sont rompues en deux, elles vont se repousser. Autrement dit, une fibrille donne 2 fibrilles, 2 va donner 4, 4, 16, 16, 32, etc. Et donc, à la fin, vous avez un organe totalement infiltré, ce qui va entraîner, donc, bien sûr, une mort des cellules, notamment des cellules cardiaques, avec une augmentation de la rigidité, de l'épaisseur et une diminution de la fonction cardiaque. Vous avez également, ces infiltrations ne vont pas toucher que le cœur et elles vont atteindre les autres organes du corps humain, comme les reins, les nerfs, et provoquer donc une maladie en fait multisystémique et entraîner le décès. Donc dans cette maladie, comme je vous l'expliquais, qui est très progressive, au niveau cardiaque, on va avoir des symptômes bien sûr qui vont s'aggraver au mesure du temps. Le patient va développer de l'insuffisance cardiaque. Vous allez avoir une diminution de la fraction d'éjection qui est relativement tardive, mais une augmentation importante des péptines natriurétiques qui vont bien sûr être associées à l'hospitalisation et une augmentation également de la troponine en rapport avec la mort cellulaire. Et vous voyez que cette infiltration, en fait, elle va avoir un processus exponentiel du fait de cette multiplication progressive des fibrilles. Alors au niveau cardiaque, on distingue 3 types d'amyloses, les amyloses à chaîne légère et les amyloses à transthyrétine qui se divisent dans un type sénile ou dans un type héréditaire. Ce sont les 3 principales, mais il n'y a pas que celle-là qui donnent des amyloses cardiaques. Pour l'amylose AL, c'est lié au globule blanc, donc, qui vont donner ces chaînes légères kappa ou lambda en excès, qui vont donner ces fibrilles amyloïdes avec une forme cardiaque qui est de plus en plus fréquente. Ils sont assez fréquentes chez le sujet âgé, 7% de la population. Ça reste une urgence thérapeutique, mais le but de mon topo est surtout de vous parler de l'amylose à transthyrétine, et en tout cas l'amylose AL reste un diagnostic d'élimination et pour lequel il va falloir aller vite au diagnostic. Pour les amyloses à transthyrétine est produite par le foie, ça transporte le rétinol et les hormones thyroïdiennes, d'où son nom trans comme transporteur, thyrétine comme thyroïde et rétine comme rétinol, et c'est la dissociation qui va engendrer les fibrilles amyloïdes. Et comme je vous le disais, on en distingue 2 types, la forme héréditaire et la forme sénile. Dans la forme héréditaire, il y a plus de 120 mutations. Il y a des mutations qui sont très cardiaques, et notamment une mutation qui se retrouve chez 4% des patients d'origine africaine subsaharienne, des sujets en fait noirs. Et donc, heureusement, tous ne vont pas développer une amylose dans cette mutation. La pénétrance n'est pas complète, mais ça vous explique qu'il y a un grand nombre de patients dans les amyloses héréditaires qui sont d'origine africaine subsaharienne. Pour l'amylose sénile, je vous rappelle, c'est une maladie d'Alzheimer cardiaque. Et quand on prend des hommes de plus de 80 ans et si on leur faisait une biopsie cardiaque, alors même qu'ils n'ont pas développé d'insuffisance cardiaque, on trouve des dépôts chez un quart des hommes. Alors évidemment, tous ne vont pas développer une amylose cardiaque, mais on voit donc que c'est une maladie qui se développe avec l'âge et qui est probablement qui va augmenter en fréquence dans l'âge. Donc ça m'amène à vous présenter quelques données de prévalence où on en est. Actuellement, l'amylose sénile ou wild type, ça représente 13% des patients en insuffisance cardiaque à FEVG préservés. Donc vous savez, dans le monde, il y a 23 millions de patients en insuffisance cardiaque, 50% sont FPEP. Donc vous voyez le nombre d'amyloses séniles que l'on a. Et avec le vieillissement de la population, on n'a pas fini de faire des diagnostics d'amylose sénile. Quant aux sténoses aortiques, puisque l'amylose va infiltrer à la fois les oreillettes et à la fois les ventricules, mais également les valves, maintenant on sait que 22% des hommes qui vont au TAVI, ça a été démontré dans une étude de la Columbia, 22% des hommes qui vont au TAVI ont une amylose et ça représente 16% des TAVI lorsqu'on inclut les femmes. Pour les amyloses héréditaires, on l'avait démontré, c'est 8% des CMH de plus de 65 ans qui ont une amylose héréditaire en Ile-de-France. Alors, le diagnostic des amyloses, comment faire le diagnostic? Le diagnostic, il va être posé en fait dans des phénotypes cardiaques qui sont très communs en cardiologie et nos patients ont une histoire tout à fait cardiologique. Donc, ils sont souvent étiquetés cardiopathie hypertensive avec une hypertrophie cardiaque,
cardiomyopathie hypertrophique, sans que pour autant il y ait des recherches de mutations particulières. Le diagnostic d'HCM sarcomérique, en fait, eh ben, s'il n'y a pas de mutation, c'est difficile de le poser. Cardiopathie restrictive, FPF avec hypertrophie cardiaque, FRF avec hypertrophie cardiaque. Vous voyez maintenant un quart des sténoses aortiques qui vont à vie, ce sont également des amyloses. Et puis ces patients vont faire beaucoup de troubles du rythme ou de BAV, ou même des fois ils sont étiquetés SCA du fait en fait de la mort cellulaire qui va entraîner donc une élévation de la troponine et une non. Alors finalement, au niveau cardiaque, bah, ce sont des patients cardiaques qui ont un essoufflement et une hypertrophie cardiaque et qui vont être mal étiquetés souvent avec toute une histoire déjà en cours et qui vont ne pas s'améliorer sous traitement médical, voire même s'aggraver. Donc ça va être des sujets plutôt âgés, plutôt d'Afrique subsaharienne, plutôt des hommes, mais on a bien sûr des femmes. Et puis c'est les signes extracardiaques qui vont nous aider à identifier ces patients et qui sont vraiment ce qu'on appelle des red flags. Ces red flags, c'est éventuellement des atteintes du nerf périphérique qui vont se traduire par des douleurs chez les patients au niveau des jambes, par des atteintes des canaux carpiens, et souvent les patients ont été opérés de canaux carpiens ou du canal lombaire étroit, ou ils ont une maladie du pitrin, ou ils sont sourds, et c'est ce qui est assez fréquent dans les amyloses à transthyrétine. Alors là, c'est juste pour vous montrer la relation entre ces signes cardiaques et ces signes extracardiaques par rapport aux amyloses à elles. Et là, vous voyez la proportion de patients avec une amylose à elles qui ont ces signes entre 0 à 2 ans, 2 à 5 ans ou 5 ans avant le diagnostic de l'amylose. Et vous voyez que dans l'amylose à elles, généralement, tous les symptômes arrivent cardiaques ou extracardiaques dans les 2 ans en fait de la maladie. Sinon, globalement, si les patients ne sont pas diagnostiqués, ils sont morts. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ces signes apparaissent en fait avant le diagnostic de l'amylose héréditaire ou de l'amylose sénile. Et vous voyez en fait que dans l'amylose héréditaire, un certain nombre de patients, environ 50%, ont des signes extracardiaques avant le diagnostic. Et dans l'amylose sénile, ça va au-delà des 5 ans et c'est une grande proportion avec des atteintes donc des téguments principalement, mais également des accidents emboliques ou des atteintes digestives ou de la neuropathie. Et vous voyez donc pour les atteintes cardiaques, elles sont aussi donc dans les 2 ans, mais moins fréquentes. Et vous avez un certain nombre d'atteintes cardiaques qui surviennent dans les 2 à 5 ans avant que le diagnostic soit fait. Donc ces malades peuvent être diagnostiqués par les signes extracardiaques. Alors quand vous avez un patient qui est essoufflé avec une hypertrophie ventriculaire gauche et qui vient au cabinet, la première chose à faire, c'est d'abord éliminer l'amylose à elle. Et pour ça, il faut faire 4 tests. C'est l'électrophorèse, mais qui va dépister que les chaînes lourdes, donc vous risquez de rater la chaîne légère, notamment si elle est circulante. Il est à noter que 50% de nos amyloses à elles ont qu'une chaîne légère isolée, donc l'électrophorèse n'a pas trouvé de pic, plutôt une hypogammaglobulinémie. Vous demandez une immunofixation, qui est une sorte de Western blot, où là vous voyez un IgG lambda, il y a une lambda circulante. Le dosage des chaînes légères libres, qui n'est pas remboursé en France et qui coûte donc à peu près 80 €. Vous allez pouvoir la doser, cette augmentation de la chaîne lambda ici par rapport à la chaîne kappa, c'est un ratio de chaîne kappa lambda, ce sont ces fibrilles amyloïdes, enfin ces sous-unités qui donnent les fibrilles amyloïdes, la protéinurie de Ben-Jones, qui est anormale, et on va devoir un kappa et lambda dans certains patients, mais pas dans tous comme dans ce patient. Alors pour prescrire ces examens, on a mis sur notre site web en fait des ordonnances déjà toutes faites pour vous aider à faire la prescription. Il n'y a plus qu'à rajouter votre nom et le nom du patient, et vous pouvez donc avoir une ordonnance prétypée. Et puis après, on va compléter ces examens, bien sûr, par l'électrocardiogramme, les biomarqueurs, l'échographie qui est très évocatrice lorsqu'on a une hypertrophie biventriculaire. On peut avoir un épaississement des valves. Alors, Dania, la grande spécialiste de l'échographie, je vais résumer mon topo parce que j'ai pas beaucoup de temps et que je veux parler des traitements à ça. Et puis, cet apical sparing qui vous démontre en fait donc une atteinte basale en fait du strain avec une préservation du strain au niveau apical qui est liée en fait aux dépôts qui vont commencer au niveau de la base et remonter vers la pointe. L'IRM peut être intéressante, bien sûr, on va retrouver le gadolinium qui stagne, une augmentation du T1 mapping dans les amyloses par l'augmentation du volume extracellulaire, et la scintigraphie qui est probablement un examen clé, notamment dans l'amylose à transthyrétine, puisqu'elle est très sensible et très spécifique et a quasiment une valeur de diagnostic anatomopathologique. Vous voyez là une scintigraphie donc, qui a été faite chez un patient qui a une amylose sénile. Vous voyez cette fixation cardiaque, ici un Perugini score 2. On voit encore les autres. Vous voyez donc on peut compléter par un scanner et tout ce que l'on voit là, ce sont des dépôts d'amylose à transthyrétine. Alors pour interpréter cette scintigraphie, elle ne peut pas s'interpréter sans le dosage de gammapathie, raison pour laquelle on vous a proposé également une ordonnance pour pouvoir prescrire cette scintigraphie avec l'analyse des résultats en fonction de la gammapathie. Et vous voyez, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Donc, quand vous avez prescrit votre scintigraphie et votre recherche de gammapathie chez un patient qui est essoufflé et qui a une hypertrophie cardiaque, que vous avez pu éventuellement compléter par une échographie et une IRM,
vous êtes dans plusieurs cas de figure. Soit il n'a pas de gammapathie, soit il n'a pas de fixation cardiaque. Alors, reposez-vous le diagnostic de l'amylose cardiaque. Est-ce que c'est vraiment une amylose cardiaque? Est-ce qu'il faut aller aux biopsies? Est-ce que c'est une cardiomyopathie hypertrophique de type sarcomérique? Si il n'a pas de gammapathie et qu'il a une fixation cardiaque à la scintigraphie osseuse, alors là, vous êtes devant une amylose cardiaque à transthyrétine. Et donc, il faut compléter par le test génétique pour savoir si c'est une amylose sénile ou une amylose héréditaire. Les choses sont plus compliquées si vous avez une gammapathie avec une fixation cardiaque. Là, il va falloir réaliser une biopsie. De même, si vous avez une gammapathie sans fixation cardiaque, là, c'est probablement une amylose AL. C'est 90% de nos amyloses AL qui sont dans ce cas. Et donc, la gammapathie, c'est une urgence. Mais dans le cas d'une gammapathie avec une fixation cardiaque, ça peut être deux cas, en fait. Ça peut être soit une amylose AL qui a une fixation cardiaque, à peu près 10% de nos amyloses AL ont une fixation cardiaque. Donc, fixation cardiaque ne veut pas dire forcément que TTR, il faut regarder la gammapathie. Mais ça peut être aussi une amylose sénile avec une gammapathie, puisque ces sujets sont âgés, ils peuvent avoir une MGUS, c'est-à-dire une gammapathie sans signification clinique, et donc il faut compléter dans ces deux cas par une biopsie. Donc, vous voyez bien que l'interprétation de la scintille ne peut se faire que si vous avez recherché la gammapathie. C'est vraiment important à souligner parce qu'on a de plus en plus de patients où le diagnostic d'amylose sénile est fait juste sur la scintigraphie alors qu'il n'y a pas eu de recherche de gammapathie et pas eu de test génétique, bien sûr, pour aller plus loin. Donc, le test génétique, c'est un test génétique qui est simple à faire. C'est un séquençage de 4 exons. On a la réponse en 1 à 3 mois. Il ne coûte pas trop cher. Ce n'est pas du NGS. C'est vraiment juste le test TTR. Et puis, les biopsies, on peut faire extracardiaque ou cardiaque. Ça m'amène maintenant à vous parler des traitements de l'amylose. Le premier traitement, c'est le management cardiaque. Le management cardiaque, ça va être de bien comprendre quel est le processus qui est en jeu dans l'amylose. C'est un processus infiltratif qui est continu, c'est-à-dire que la maladie progresse et va entraîner la mort cellulaire. Et l'équation cardiaque capitale, c'est que le débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et dans l'amylose, ce qu'on observe, c'est une disparition de la cavité cardiaque du fait de cette hypertrophie. Et donc, il n'y a plus de stroke volume. Donc, la seule manière de maintenir le débit cardiaque, c'est une fréquence cardiaque élevée. Et c'est pour ça qu'il va falloir maintenir cette fréquence cardiaque élevée en arrêtant les bêta-bloquants et tous les médicaments bradycardisants que ces patients peuvent éventuellement avoir dans le cadre de leur insuffisance cardiaque. On va essayer de prévenir les troubles conductifs parce que c'est une maladie qui est évolutive et qui évolue dans le temps. Les troubles conductifs vont apparaître et quand le patient se retrouve à 30 par minute en BAV3, eh ben, il est souvent en choc cardiogénique ou décédé. Et puis, on va envisager éventuellement de prévenir les embolies, notamment chez les patients en F1, on va revoir ça, et on va adapter le traitement diurétique au traitement. Alors, il y a de plus en plus de papiers qui viennent préciser ces indications de pacemaker, et vous voyez ici un papier intéressant sur une petite cohorte, mais qui vous montre à quel point le ventricular pacing, c'est-à-dire la dépendance au pacemaker, va arriver chez ces patients du fait des troubles conductifs. Et également, vous voyez la prévalence donc, de la fibrillation atriale chez les patients en rythme sinusal, comment elle augmente. Et donc, ces patients vont être à risque vraiment et dépendent en fait de pacemaker. Pour ce qui est des indications au choc électrique, on va avoir tendance à choquer bien sûr ces patients pour les remettre en rythme sinusal lorsqu'ils sont dépendants de la contraction atriale pour leur débit. Mais on voit maintenant donc les études apparaître que pour les patients avec des stades évolués, avec un NT-proBNP notamment supérieur à 3000 et une fonction rénale inférieure à 45, la cardioversion n'est pas forcément un bon moyen, en fait, du moins à long terme, et ne va pas se maintenir. Je vous rappelle que cette cardioversion doit être systématiquement faite après avoir recherché l'absence de thrombus interatrial devant haute prévalence des thrombus dans l'auricule chez ces patients. Et on voit quand même que ces patients, probablement ceux-là, vont bénéficier en fait du retour en rythme sinusal au niveau du pronostic. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des traitements spécifiques des amyloses? Alors, je ne vais pas vous traiter l'amylose AL. Évidemment, l'amylose AL, le traitement, ça va être une chimiothérapie. Mais pour l'amylose à transthyrétine, on est en train d'avoir un boom dans les traitements, notamment pour les cardiologues. Le traitement qui a à l'AMM en France, c'est le tafamidis. Le tafamidis a démontré son intérêt dans l'étude ATRA, qui est une étude en double aveugle randomisée. Je vous en avais déjà parlé, versus placebo, et qui avait comparé deux doses, 80 20 mg versus placebo sur 30 mois. Cette étude a été significative sur son critère primaire, ce qui a permis d'analyser le critère de mortalité, qui est significatif, et c'est le premier médicament à améliorer la survie des patients avec une amylose à transthyrétine cardiaque versus placebo avec un effet dès le 15e mois. En sous-groupe, les bénéfices étaient surtout dans les amyloses séniles du fait du peu d'effectifs. On ne pouvait pas comparer bien sûr les deux groupes du fait de la population investiguée. Elle était bénéfique d'autant plus que les patients étaient traités précocement
avec une amélioration dans les stades 1-2 et on ne pouvait pas différencier avec ATTRACT l'effet de la dose. On a une amélioration ou du moins un ralentissement de la détérioration de la qualité de vie qui est vu ici sur le Kansas City, mais également sur le test de marche. Vous voyez, le tafamidis, ça améliore les choses. Alors, est-ce qu'on a des données complémentaires maintenant suite à l'étude ATTRACT? Voilà des analyses qui ont été faites récemment sur notre cohorte, où on a maintenant à peu près 1000 patients ATTR, 538 sous tafamidis, et on a pu analyser les patients qui avaient été traités dans le cadre de la RTU neurologique et puis dans le cadre de la RTU cardiologique, médicaments étant disponibles en neurologie pour les patients depuis 2012 en France. Et qu'est-ce qu'on a regardé dans cette cohorte qui avait été traitée avec des indications principalement neurologiques à l'époque, et on voit chez ces patients, donc neurologiques héréditaires ou neurologiques avec une atteinte cardiologique et neurologique pour cette indication, et on voit qu'on confirme les résultats d'ATTRACT sur cette donnée rétrospective, une amélioration chez les patients. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a regardé dans la cohorte principalement des patients qui ont été traités depuis 2018 en RTU, les évolutions du NT-proBNP chez ces patients. Alors, on a regardé dans deux cohortes, la cohorte A, c'est-à-dire la cohorte sans tafamidis, chez les patients, donc la cohorte historique. Et vous voyez que le pourcentage de patients qui restent à moins de 3000 de NT-proBNP diminue dans le temps jusqu'à 18 mois dans notre cohorte historique, sachant qu'il y a beaucoup de patients décédés qui disparaissent et qui ne peuvent pas être comptés, tellement il y a de décès dans cette pathologie. Mais vous voyez que l'histoire naturelle de la maladie, c'est une augmentation en fait, du NT-proBNP, d'une dégradation de ces patients. Alors, on a regardé chez les patients traités par tafamidis ce qui se passait. Et donc, chez les patients qui avaient moins de 3000 de NT-proBNP, vous voyez que les patients restent stabilisés par le tafamidis. C'est que probablement le critère de réponse le meilleur en fait pour voir l'évolution de ces patients, c'est le NT-proBNP. Et évidemment, il y avait toujours des patients qui décédaient, mais vous voyez que par rapport à cela, il n'y a pas photo, le tafamidis stabilise ces patients. Alors, après, vous allez me dire, il y a deux doses de tafamidis, le 20 et le 80 mg, lequel prescrire? Alors, en France et en Europe, celui qui a obtenu l'AMM, c'est le 61 mg, qui est un équivalent, en fait, des 80 mg. Le 80 mg, il se prescrit actuellement à 4 comprimés de 20 mg, et donc le médicament qui a eu l'approval, c'est le 61 mg, qui est un comprimé, qui est une reformulation, en fait, du 80 mg. Alors, on a quelques données de plus, c'est que l'essai ATTRACT 1 dont je vous ai parlé, il y a une étude d'extension qui a été faite, où tous les patients ont été randomisés soit au 20, soit au 80, puis maintenant, on est sur ATTRACT 3 où tous ces patients ont été mis au 61 mg. Alors, qu'est-ce que ça a donné sur les différences entre le 20 et les 80 sur ATTRACT 2? Vous voyez, c'est une étude de mortalité où on voit en fait que les patients qui ont été traités par 80 ont un meilleur pronostic que les patients qui ont été traités sous 20 mg sur cette continuation de cohorte. Et donc, maintenant, en France, on a tendance donc à prescrire du 80 mg à tous les patients en attendant le 61 mg. Qui a donc eu l'autorisation européenne et qui vient d'obtenir une ASMR 2. Ça s'est jamais vu en France depuis des dizaines d'années, donc dans le monde cardiologique. Tous les traitements sont plutôt en ASMR 4 et 5, et là, la tafamidis vient d'atteindre une ASMR 2 en France. Donc, vous voyez que les choses avancent. On commence à avoir de plus en plus de questions maintenant sur la prévalence, bien sûr, qui est importante de ces patients, aussi sur la compréhension de la traitement cardiologique, et également du traitement spécifique. Et le tafamidis donc est en plein boom, mais on a d'autres essais qui arrivent, qui sont en cours sur d'autres molécules dans les amyloscartes, notamment le patisiran, le butrisiran et même des anticorps anti-dépôts pour retirer les dépôts qui sont en cours d'évaluation. On espère pouvoir à terme avoir très rapidement 3 à 4 thérapies qui pourront se succéder ou s'additionner chez ces patients. Voilà, je tiens à remercier tous les collègues du réseau Amylose Mondor et du réseau Amylose National maintenant qui nous aident à avoir toutes ces données, à mieux comprendre cette pathologie. Voilà, merci beaucoup encore une fois pour votre invitation.